Allez, on va rentrer. Vous vous souvenez un peu ou pas? Est-ce que vous vous souvenez de ce décor incroyable? Est-ce que vous vous souvenez de ces petites phrases? À chaque fois que je mets mon doigt, évidemment, ça fait le focus dessus. Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous vous souvenez de ce canapé où on a eu un débat? Voilà l'ambiance. On se souvient un peu, hein. Moi je me souviens en tout cas. J'étais même posée là. J'espère que vous vous en souvenez. En tout cas, c'était cool. Donc voilà, on va aller dire bonjour. Alors on fait donc de l'éducation populaire permanente en Belgique. On travaille sur 3 axes. Le premier axe c'est la société numérique. Donc on fait de l'inclusion numérique, mais on reste très critique par rapport à la numérisation telle qu'elle est opérée aujourd'hui, à savoir qu'elle est devenue un facteur d'exclusion sociale supplémentaire parce que près de 50% des gens en Belgique sont en état de vulnérabilité numérique. Ça veut dire qu'ils sont privés de leurs droits parce qu'on ne peut plus y accéder que par Internet ou de manière très compliquée avec une personne. Donc on fait de l'inclusion numérique aussi, on fait aussi des formations, mais pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Le deuxième axe, c'est l'expression citoyenne. Donc, on a arrêté de se dire on va apprendre aux gens à s'exprimer correctement. On dit les gens s'expriment et en fait ils sont totalement compréhensibles, bleus. Et donc on essaie de forcer cette parole-là. C'est ça. D'exiger que le monde politique les écoute, quelle que soit la manière de s'exprimer. Voilà, elles ont des choses à dire, qui sont pleines de bon sens, qui sont des témoignages du vécu. Il faut les écouter et il faut en tenir compte. Parole de Daronne se situe en plein dedans, du coup. Voilà, parce que en fait, on parle beaucoup, mais comme pour les sans-abri, on parle beaucoup des gens sans les gens. En fait. Et ici, c'est vraiment un projet qui est totalement construit par ces mamans solo. Donc aussi bien sur le choix des sujets, la construction du podcast, le montage. On a encore un collègue ici qui aide au montage, mais on ne désespère pas de les former en plus à tout ça, fait par les Daronnes. Et donc voilà. Et alors le troisième axe, c'est on appelle ça culture et société. C'était un peu un truc fourre-tout de l'ARC, mais maintenant on en a fait quelque chose de l'ordre du rééquilibrage des rapports de force entre les citoyens et le système, le fameux consommateur. C'est ça. Et en fait, principalement, ce qu'on est en train de créer, c'est un gros réseau qui s'appelle les donneries nomades. Et donc, au début, on en faisait ici, on récoltait des dons et on les redistribuait dans des magasins éphémères et gratuits. Mais maintenant, on a une donnerie par mois sur Bruxelles, dans des associations de quartier, au cœur des quartiers, près des gens. Et on a aussi maintenant, on est en train de développer le réseau en Wallonie. C'est ça, parce que l'ARC, du coup, c'est pas qu'à Bruxelles, vous avez des bureaux. On a des entités fédérées, c'est-à-dire nos grosses antennes qui font aussi de l'éducation permanente. On en a à La Louvière, Liège, Namur, Verviers. Voilà. Pour le moment. Et on a aussi des petites antennes, mais qui, elles, font plus... Bon, d'abord, qui travaillent en bénévolat et qui font plus de la consommation culturelle. Mais ce qui est très bien aussi, parce que c'est une porte d'entrée vers une réflexion critique, etc. Ok, génial, merci beaucoup. Mais avec plaisir. Et donc voilà, on est là pour ce deuxième numéro ce soir, écoute collective. Vous avez eu des chouettes retours déjà du premier En fait, on comptait faire une écoute collective pour le premier, voilà, histoire de marquer le coup, et c'était tellement beau que voilà, on s'est dit, nous on avait envie de recommencer, et à la demande des Daronnes et du public, on recommence parce que les échanges après, et d'ailleurs merci de les filmer, étaient très très riches, et donc en plus l'ambiance est chouette, c'est très bienveillant, enfin voilà. Oui, c'est super chaleureux, on est vraiment à l'aise, voilà, même si on se connaît pas tous. Bonjour. On est moins nombreux que la dernière fois, mais ça n'empêche pas que ça va être, j'espère, hyper intéressant d'écouter le deuxième épisode du podcast Parole de Daronne. Et le troisième axe, c'est la diversité des expressions. Et donc là, on dit
Il y a des gens qui s'expriment. Avant, dans l'éducation permanente, on apprenait aux gens à bien s'exprimer. Maintenant, c'est fini. Enfin, nous, en tout cas, on a décidé que les gens s'expriment très bien. Peut-être pas de la manière convenue et qui sera publiée dans le soir ou dans la Libre Belgique, mais en tout cas, ils s'expriment et tout le monde peut les comprendre. Et donc, on essaie d'imposer cette parole-là, là où les gens ont du pouvoir et le pouvoir de changer les choses. Et Parole de Daronne, pour nous, c'est vraiment très important parce que les mamans solo, comme les personnes à la rue, comme plein de gens, on parle tout le temps d'eux. On parle tout le temps d'eux dans l'associatif, dans le politique, mais on ne parle jamais avec eux. Or, qui est le mieux placé pour parler de la situation? Ben, c'est celles qui la vivent. Et donc, Parole de Daronne, mais Sandrine en parlera avec moi, mais c'est vraiment un projet, moi je vous le dis, de ce que j'observe de l'extérieur. Ce qui est génial dans ce projet, c'est que tout est réalisé par les daronnes, c'est-à-dire les sujets sont choisis par elles, les interventions sont choisies par elles, éventuellement les invités extérieurs, même le montage est décidé par elles. Après, peut-être qu'un jour, elles monteront elles-mêmes techniquement, mais en tout cas, ce qui est génial, c'est que Sandrine est là pour dynamiser le groupe, mais elle est elle-même maman solo, si je puis me permettre, mais c'est vraiment un groupe autogéré, enfin, je ne sais pas comment, autoconstruit. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour le moment, je ne vous embête plus. Il y a la documentation là, après on va discuter un peu, et après, si vous voulez, on parle encore de l'ARC et de nos projets. Oui, déjà merci à vous d'être venus. On n'est pas nombreux, mais c'est pas grave. C'est pas pour ça que l'écoute ne sera pas intéressante. Donc Parole de Daronne, c'est vraiment un projet qui est une co-construction entre l'ARC et les mamans solo qui font partie du projet. Donc comme Anne l'a dit, c'est les mamans qui choisissent avec nous les sujets qu'elles ont envie de parler. Voilà, elles discutent après de ce qu'elles ont envie de dire. Elles mettent leur réalité vraiment à nu pour parler du sujet qui les intéresse, ici le logement. Et je suis désolée. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'avais plein de trucs à dire, mais j'ai très peur, donc voilà. Et sinon, voilà, si vous êtes maman solo et que vous avez envie de faire partie du projet, c'est pas parce qu'on est un groupe qui avons déjà créé deux podcasts ici que ce n'est pas encore ouvert. Vous pouvez venir quand vous le souhaitez. Vous pouvez contacter soit par mail, soit par téléphone. Et voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Les difficultés rencontrées dans la recherche d'un logement après une séparation ou dans les situations où on fait le choix d'être maman solo. Aujourd'hui, à Bruxelles, les familles monoparentales représentent 33% des ménages et 85% ont à leur tête des femmes. Maman solo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une étiquette qui décrit une situation, mais avec des expériences de vie très différentes. Donc j'aimerais beaucoup remercier tout le monde, Léna, Muriel, Alain, Afi, Elisa, Sandrine, Raph Et Fatia. pour ce podcast Parole de Daronne. Merci pour tous les témoignages, le courage d'avoir... Merci Frédé, je vais poser maintenant tes questions. On a un petit moment de débat. J'invite tout le monde à nous suivre, Parole de Daronne sur Insta, Facebook. Vous pouvez aussi tout simplement mettre sur n'importe quelle plateforme d'écoute Parole de Daronne et vous pouvez nous retrouver comme ça. Voilà. Merci pour l'écoute déjà. Excusez-moi. Je vais inviter les daronnes qui le désirent. Un peu s'asseoir là pour la discussion. Si vous avez des questions, vous avez des anecdotes aussi sur le logement, si vous avez des coups de gueule, si vous avez des impressions sur le podcast et le montage. Raph qui peut répondre à ça. Et voilà, n'hésitez pas, tout est ouvert. Et moi je vais m'asseoir. J'ai juste, à la fin, il y a c'est pas une polémique, mais il y a quand même une discussion sur
le fait qu'il y a deux enfants, garçon-fille, qu'il faut absolument 2 chambres, etc. J'ai connu une femme à la rue qui avait 4 enfants et qui était au SAMU social dans une seule pièce. Et elle trouvait des appartements avec 2 chambres. Et en fait, on lui refusait de louer un appartement avec 2 chambres parce qu'il n'y avait pas la norme, effectivement, qui est très importante. Parce que c'est important que les enfants aient leur intimité, surtout les adolescents, etc. Mais en attendant, elle était dans une seule pièce au SAMU social et son fils squattait chez des potes parce que c'était devenu insupportable, quoi. Et donc là, il y a quand même une espèce de schizophrénie totale de la société, que pour le bien-être des enfants, en fait, on travaille à leur mal-être, en fait. Voilà. Mais il y a des âges normaux. Oui, mais pour des ados, c'est normal qu'on dise qu'un garçon et une fille, ils donnent de l'intimité. Mais là, ils étaient en l'occurrence à 5 dans une seule pièce. Oui, bien. Bon, en fait, du coup, là, il n'y a pas d'âge minimum. Enfin, c'est Hypocrisie, vraiment, quoi. Dès que les enfants naissent, tu dois les avoir dans des chambres différentes. Mais ça, c'était à Bruxelles. Parce que Mais voilà, c'est ça. Mais on n'a pas. Depuis quand Mais ça, je m'étais renseignée. Ça, c'est les normes dans le logement public. Parce que moi, en tant que privé, qui est, on va dire, un pouvoir d'achat, je fais ce que je veux. Il n'y a personne qui me demande. Les agences immobilières refusent pas mal. Parce que, Oui. Parce qu'ils savent qu'ils vont grandir, donc, mais à partir d'un certain âge, tu peux les avoir dans une même chambre. de toute façon, Oui, parce que ça n'a rien à voir. Mais moi, j'avais un fils, j'ai adopté une fille, j'ai eu des assistantes sociales qui sont venues. Et jamais on ne m'a dit, vous devez séparer vos enfants. Ils ont décidé, ils avaient les chambres, mais ils ont décidé de rester ensemble. Et puis après, ils ont décidé de mettre chacun dans leur chambre. On n'a jamais imposé. Mais vous C'est avez. récent, c'est récent, c'est pas. Oui, c'est. Pas- il y a- Et il y a- alors les lois, elles ont évolué, mais dans le mauvais sens. Sauf que, en effet, c'est important que les ados aient leur intimité. Une question, enfin, ça peut paraître bête, mais on impose que les enfants aient chacun leur chambre, fille dans une chambre, garçon dans une autre chambre, mais on impose que les parents aient une chambre aussi. On ne peut pas dire, par exemple, moi en tant que parent, je décide de dormir dans mon salon. Mais c'est ce qui se fait. Pas certaine, parce que vraiment, on l'a dit, les normes, c'est les garçons et les filles séparés. Alors, il peut y avoir 2 filles dans une même chambre et les garçons dans une même chambre. Mais les parents, on n'exige pas 2 qui dorment dans une chambre. On va le dire en tout cas. Peut-être c'est peut-être plus strict, mais c'est pas. Parce que je sais que pour les adultes, par exemple, puisque vous en avez parlé, ils vérifient la taille des chambres en fonction du nombre d'enfants que vous avez. Ouais, c'est ça. Donc, au moment où ils font le contrôle. Oui, c'est ça, exactement. En fait, on peut faire ce qu'on veut, mais à partir du moment qu'on demande quelque chose, on doit respecter les règles. Comme l'a dit le prime de la ville, ils viennent vérifier que vous avez respecté tous les règlements. Et le problème, Marco, c'est que même pour la classe moyenne, maintenant, ça devient très compliqué. Les chambres, et je crois que beaucoup de mamans solo au début, ils ont dormi dans le salon. Ben oui, on tous fait ça. Et avec l'enfant, on a donné notre chambre à notre enfant pour nous-mêmes aménager un coin pour nous. Bien, si à ce moment-là j'avais demandé la prime de la ville, je n'aurais pas eu. Je n'aurais pas eu. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a Parce que moi, par exemple, je prends mon exemple, moi j'ai des filles et des garçons. Moi j'ai eu la prime d'asile, mais je n'ai qu'un 2 chambres. Parce que j'ai séparé garçons dans une chambre et filles dans une autre chambre. Et moi, Mais entre imaginez guillemets, j'ai pris le salon. Mais l'appartement que j'ai est un peu spécial. Enfin, j'ai 2 chambres au 3e et j'ai une autre chambre au 5e, mais qui n'est pas pris en compte. Donc en fait, au 5e, j'avais les garçons au 5e, mes filles dans la plus grande chambre, et moi j'étais dans une autre chambre. Mais pour signer au moment des asiles, c'était je dormais dans le salon, les garçons de chambre et les filles de chambre. Mais imaginez déjà, vous n'avez pas beaucoup d'espace et en plus, pas de prime. Donc on est puni doublement. On est puni pour notre Et situation. même fini par le sexe de nos enfants. Ouais. Si j'entends bien, parce que quelque part, Ah oui, bien on a le sûr. choix quand même. Si t'as 2 filles, c'est plus facile. Ouais, c'est ça. C'est la meilleure. Eh ben, t'as qu'à faire 2 filles, 2 garçons. Fallait faire le parier chaque fois ou. En tout cas, Pour les échanger. pour être propriétaire avec la régie foncière, enfin, on saute du coq à l'âne, là, mais les lois n'ont pas évolué. Hein. Moi, j'ai 61 ans, je me suis trouvée à 30 ans toute seule, j'ai essayé, c'était déjà ces lois-là. Ça n'a rien changé. On ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela, on ne peut pas le revendre, on ne peut pas l'améliorer, on ne peut pas... enfin, on ne peut rien faire, en fait. On peut juste payer.
Donc il y a 30 ans, les lois étaient toujours pareilles. Après, moi je comprends ce que tu es en train de dire, enfin, ce que tout le monde dit ici, c'est injuste parce que ça nous met des contraintes en plus. Mais oui. Mais en ayant vécu et en ayant travaillé dans le logement, enfin, parfois, les gens vivent dans une caravane à 8. Oui. Et donc, s'ils n'ont pas la possibilité de dire notre logement est trop petit, il ne convient pas à notre famille, ils n'ont pas d'aide et pas de possibilité d'actionner les leviers pour pouvoir être déménagés rapidement. Et donc, ces barrières-là, si elles sont difficiles pour les gens, elles sont aussi des barrières de sauvetage, des bouées de sauvetage pour d'autres qui vivent en fait dans des situations beaucoup plus précaires, c'est-à-dire vivre dans une caravane à 8, c'est pas possible. Et donc là, il n'y a pas de chambre pour les 8, il n'y a même pas de chambre dans une caravane. Et donc c'est dire, eh ben là, on active les logements d'urgence. Peut-être que ça nous socialise. Mais en effet, c'est ce que le podcast disait, enfin je ne sais pas qui, mais qu'en effet, c'est peut-être pas le problème des normes, c'est le problème de. Voilà, tu mets des normes, mais alors tu as une offre. Oui, bien sûr, ça, je suis d'accord. Mais il faut voir que dans d'autres cas, en fait, ces normes, elles sauvent la vie de beaucoup de gens. Parce que moi, je disais même, enfin, ça n'a pas été repris dans le podcast, mais je disais même, parce que j'ai eu une période où j'ai cherché, quand j'étais encore avec mon ex-mari, j'ai cherché un appartement à acheter, mais j'avais l'impression qu'en tout cas dans le quartier où nous on cherchait, il n'y avait pas tant que ça des appartements en 3 chambres, il n'y en avait pas en fait. Mais je veux dire, même si on avait eu les moyens, il n'y avait pas en fait. Il y avait plus de 2 chambres que 3 chambres, beaucoup plus de 2 chambres que 3 chambres. Et après, ça reste des chambres, hein, donc ça reste quelque part, oui, il y a l'histoire des chambres, mais après il y a les superficies, et les superficies elles peuvent être très différentes. C'est pas parce que vous êtes dans un 3 chambres qu'il est forcément hyper grand, ou que les chambres vont correspondre, parce que parfois les chambres sont vraiment, enfin c'est un placard en fait. Donc c'est pas forcément une chambre, parfois il y a, enfin je me souviens que quand on visitait, il y avait des chambres sans fenêtre, hein, il y a des trucs complètement fous. Ça veut encore rien dire, c'est pas parce que sur papier c'est 3 chambres que ça donne la réalité de ce que c'est. Mais après, c'est parce qu'on n'étudie pas assez le droit, je pense, du logement. Une chambre sans fenêtre n'est pas une chambre. Ça, c'est une cave. Si on se penchait vraiment en disant, bah, tiens, vous me vendez ça, ou vous essayez de me louer ça avec une 3 chambres, en fait, c'est un 2 chambres. Donc vous pouvez oui, c'est le vendeur qui fraude. Oui, c'est le vendeur qui fraude. C'est ça. Ou parfois, il y a une fenêtre, mais par exemple, ça va être derrière une cuisine. Enfin, on va pas mettre un enfant. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont un peu folles. On va pas rentrer dans une chambre. On peut le faire, hein, parfois, quand on est obligé. Je dis pas qu'on va pas le faire, mais c'est clair que c'est pas très très logique. Non. Et puis alors, toutes les pièces où il n'y a pas au moins 2,10 m ou 2,30 m sous plafond, ne comptent pas comme des pièces. Et donc, tous les greniers où on doit marcher comme ça, en fait, ne sont pas des chambres, ne sont pas des pièces. C'est des Donc, en fait, quand on a une chambre de vie sous un plafond et une mezzanine, par exemple, où on doit marcher comme ça, dans sa chambre, c'est pas compté comme une chambre ou comme un 2 pièces, c'est compté comme une chambre avec une pièce. Donc il faut, je crois que c'est aussi important, et je crois que le podcast, je mets bien en avant, c'est de dire qu'il faut se faire aider en fait, parce que il y a la loi, il y a ceux qui utilisent la loi pour se faire bien payer, et puis il y a ceux qui se font flouer par la loi parce qu'ils croient ce qu'on leur dit ou ils vont. Mais il y a une chose, on n'a pas assez insisté, et je trouve que c'est très important à savoir, c'est que par exemple, certaines aides comme la ligne, moi je l'ai découvert que j'avais ce droit-là 5 ans après que j'étais dans cette situation. Donc après, c'est qui m'a dit comme ça, je dis ah bon, oui, mais moi la ligne, c'est ok, j'ai le droit à ça, ah bon. Donc quand j'ai fait la demande et de l'aide, j'ai été calculé sur les 5 ans l'argent que j'avais droit, que j'ai pas eu, et que ça aurait pu énormément. Mais ça Parce que 200 € de moins, oui, pour moi, ça aurait changé ma vie. Alors, je pense que c'est une règle générale. Moi qui galérais, toutes les aides auxquelles on a droit, si on ne les cherche pas nous-mêmes, on ne les a pas. Est-ce que c'est normal? Ah non. Quelle que soit l'aide, hein, au logement, à n'importe quoi. Enfin, on peut courir comme ça, parce que c'est avec l'idée de les dire, gens, voilà, qu'ils arrêtent et pour qu'ils ceux qui ne savent pas, ils nous demandent comme ça, on a moins de travail. Mais moi j'ai entendu il n'y a pas longtemps que le gouvernement a donné un budget pour toutes les personnes en attente de logement social. Toutes les personnes.
Donc nous avons l'argent dans un compte pour nous, mis à disposition pour nous. Et ils nous nient. Et donc, de l'argent qu'ils sont censés vous verser ou de l'argent qu'ils sont censés faire des projets Et ils les ont traînés en justice parce que le gouvernement a découvert que l'argent est encore là-dedans. C'est une aide au logement. Alors là, ils ont dit, vous allez aller en arrière et payer tout le monde. Ah bah oui, bien sûr. Et ils ont refusé. Et donc, il y a des actions en justice. C'est l'argent qui va tomber. Mais en fait, non, ils n'ont pas gagné. C'est un peu comme en France où il y a des aides comme ça, Oui. des interventions sur le loyer. Les APL, C'est moi qui les ai mis en justice. Ah oui? Non. Bravo. Félicitations. Je crois qu'on a dit 3-4 fois aujourd'hui que le monde est petit. Merci au collectif. Franchement, bravo et merci de la part de toutes les mamans en solo. Mais à mon avis, le problème, il est Ça fait longtemps qu'on les a mis en justice. Donc il y a une plainte qui a été introduite. On les a mis en plainte contre Nawel Ben Hamid. Ben Oui. oui. Et, On continue. secrétaire d'État à logement. Il y a encore moyen qu'on a les arriérés, tu crois? Normalement. Moi, j'ai pas. Ah, bien sûr. J'aurais rêvé, hein. Moi, Eh j'ai ben, on fait une soirée champagne alors. Vraiment, on va bien à l'arc. Donc, je continue pour mon dossier à moi. Mais moi, c'est ce que j'ai dit aussi dans le podcast. Au moins, on passe à côté de ces infos parce qu'on n'a pas de statut. Et on n'existe pas. En fait, il faut être exprès, oui, de ne pas donner ces infos. Ben oui. Donc tous les domaines. En fait, il donne un mois de donner, enfin, pour que vous ramassez vos documents, il donne un mois. Enfin, comment On les a dit en fait qu'il y a 30 jours ouvrables 30 jours. pour rentrer tous tes documents. Si Oui, ton moi, la dossier- première demande, elle était ratée. Et si ta demande n'est pas complète dans les 30 jours, c'est d'office refusé. Mais Même voilà, si c'est ça. plus tard, tu l'as pas. Oui. Et en fait, il y a des conditions, il y en a. Tu vas quitter un logement insalubre pour y avoir droit, donc tu dois prouver que ton logement est insalubre, ce qui à Bruxelles est pratiquement impossible, parce que pour avoir un jugement d'insalubrité, il faut que le bourgmestre de la commune dise que le logement est insalubre. Ce qui ne fait jamais pratiquement en fait, parce qu'il ne le fera pas, pratiquement pas. Moi j'avais un trou à un moment donné, je voyais mon voisin par le plancher de la cuisine, le logement n'était pas insalubre, parce qu'ils ont décidé, ben non, il n'est pas insalubre. On n'avait pas de mairie, ni d'humidité, ni rien du tout. Voilà, donc c'était pas insalubre. Mais donc il faut soit cette condition-là, soit quitter un statut de sans-abri. Donc il faut être reconnu SDF pour pouvoir bénéficier de l'année. Mais maintenant, apparemment, il y a un nouveau statut qui est une aide au logement qui existe. Et là, maintenant, on a 3 mois pour la demander. Donc c'est tout nouveau, ça vient de sortir cette année, il y a une nouvelle aide qui est sortie. Mais ce qui est quand même fou, moi je crois que c'était de 2005 à 2007, j'ai travaillé à la chancellerie du Premier ministre, et quand je travaillais là, il y avait justement cette grosse campagne sur la simplification administrative entre les différents services fédéraux, et l'idée c'était on arrête le papier, on va coordonner tout ça, on connaît qui fait quoi, on sait tout ça, et les choses vont venir automatiquement. On est presque 20 ans plus tard. Il n'y a rien d'automatique, il faut tout le temps sortir des papiers pour tout, il faut aller faire des démarches, alors que nos statuts Il faut payer pour les papiers aussi. Nos statuts sont connus, donc je Et ne la comprends loi pas existe, pourquoi on mais continue à nous accabler de documents, à aller chercher, à imprimer, oui, tout est su. Tout sur nous. Mais oui, bien sûr que oui. Et la loi existe, hein, c'est la loi Omnibus, où ils peuvent demander qu'une seule fois le document aux personnes. Donc elle existe maintenant, mais elle est appliquée dans pratiquement aucun CPS ne l'applique. Mais donc je pense que vous allez vous mettre en contact. Franchement, oui. Si on paye une association américaine pour qu'ils fassent leur travail, en fait. Ah oui, on a besoin des Américains pour venir nous aider là. Oui, mais parce qu'ils sont un peu spécialisés dans les collectifs. Ils sont là. Franchement, on reste Les en plaintes contact. Je veux enquêtables, bien ça. aider, je veux bien. Et on Si je peux faire quelque chose. un avocat spécialisé. Mais qui fait gratuitement. si on peut, nous, avoir vos coordonnées, comme ça on relaye un petit peu aussi, quoi. Mais moi, ce qui me choque, vraiment, c'est qu'en 2023, encore aujourd'hui, je suis sûre que certaines femmes ont peur de divorcer, restent peut-être en couple, dans une situation de violence, parce qu'ils savent ce qui leur attend, et peut-être pire de ce qu'ils sont en train de vivre. Et ça, c'est en 2023. Je comprends, il y a 30 ou 40 ans,
le divorce était tabou. Être une femme divorcée, c'était très tabou. Et on était un peu rejeté, exclu de la société. Mais qu'aujourd'hui, on en est encore là, Ben, c'est choc. Eh bien, vous savez, moi qui ai divorcé quand j'avais 30 ans, non, j'ai l'impression d'avoir été moins pointée du doigt que vous. Parce que je suis venue écouter l'autre émission, enfin le podcast des mamans solo, j'ai l'impression d'avoir été vraiment, vraiment moins pointée du doigt que vous. On va en arrière, en fait. On n'a pas évolué en tout cas. Mais je pense que c'est pas vraiment. À l'époque, je caricature, mais à l'époque, on va dire que la femme dépendait totalement financièrement et tout. Aujourd'hui, c'est pas qu'on dépend là. Enfin, le problème, c'est que vivre avec un seul revenu, quand bien même on a un revenu, c'est insuffisant. Donc voilà. Qu'à l'époque, un revenu pouvait suffire. Oui, mais quand j'ai Voilà. divorcé, j'avais un salaire de mi-temps. Donc ça a été la galère. Mais on ne m'a jamais pointé du doigt en disant t'es femme seule avec tes enfants, t'es divorcée. Mais j'ai moins ressenti ça, moi, que vous, je pense. Oui, je ne... Tu as des questions? Et pourtant, il y a 30 ans, hein. Mais j'ai moins ressenti ça, l'étiquette d'être maman solo avec des enfants. Et je ne travaillais que mi-temps. Donc, bordel intégré. On va peut-être. Nathalie a plein de retours. Ouais, j'ai des petits témoignages et tout, même de France. Frédéric qui nous dit, donc elle était maman solo, elle a dû vivre pendant tout un temps seule avec sa fille. Et en fait, elle s'est retrouvée dans une situation en France où en fait, elle était à la limite de toutes les aides. Et donc en fait, elle avait un salaire, un seul salaire, mais elle s'en sortait en fait malheureusement. Donc elle a dû se priver d'une panoplie de choses, de nouveaux vêtements, de sorties, de petits plaisirs pour sa fille, pour le loyer, pour les charges, parce qu'en fait, elle était juste au-dessus des aides, elle gagnait trop, en fait, en étant seule, alors qu'au final, elle dit, voilà, je regrette pas aujourd'hui de m'être privée pour ma fille, mais voilà, on a Sheldon qui habite ici à Bruxelles, donc lui qui a vécu avec ses parents qui dormaient dans le salon, et la chambre réservée pour lui et l'autre... pour sa sœur aussi. Donc ça, on a plusieurs cas dans le chat. Et alors aussi, on nous pose cette question, en fait, vous parliez dans le podcast d'un soutien familial, d'une obligation de rester chez l'ex-mari. Mais quand on est justement dans un cas d'ex-mari violent, qu'on n'a pas forcément la famille qui peut aider financièrement ou même les accueillir, parce que voilà, moi je prends mon exemple, ma maman est au CPS, si demain il m'arrive quelque chose, c'est très compliqué qu'elle me prenne en charge. Comment est-ce qu'on fait? On se retrouve à la rue, on va dans un foyer, on a des aides pour des cautions, voilà, c'est la précarité assurée en fait. Alors il y a des foyers pour femmes, pour justement leur éviter le passage par la rue quand elles quittent un mari violent. Ouais. Mais dans des cas du coup de... C'est totalement insuffisant, il n'y a pas assez de foyers pour ça. C'est pas si évident que ça. Nous, on fait partie d'un collectif, d'une association, de Merveilleuse. Et je sais qu'il y a une maman là qui avait été très très poussée dans le dos et je pense que c'est quand même une bonne chose qu'elle a faite pour elle et pour ses enfants, mais en tout cas, il y avait l'idée pendant le confinement, ne restez pas dans un contexte de violence conjugale, tout est assuré, vous aurez des associations pour vous héberger et tutti quanti. Et en fait, quand elle a vraiment fait ce pas-là, ben non, en fait, c'est ça. pas du tout. Et j'imagine... Elle s'est retrouvée dans une structure où elle n'était pas du tout safe avec ses enfants, dont un, je crois, avait 1 an, ou quelque chose comme ça. Elle s'est retrouvée dans des structures type SAMU social, je ne sais pas si c'était le SAMU social, type SAMU social, à vivre avec des hommes seuls. Tout ce qui avait été promis au sein de la campagne n'avait pas vraiment été tenu. Et donc elle s'est retrouvée en très grande difficulté parce qu'elle a quitté, on va dire précipitamment. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas quitter un homme violent, mais parfois ça vaut la peine de préparer le scénario, parce que quand on quitte comme ça et qu'on est sûr qu'il y a quelque chose qui va nous accueillir et que ce n'est pas le cas, on se met encore plus en difficulté, soit Mais ce que tu disais, si ma maman est au CPS, elle ne peut pas m'accueillir, c'est le statut cohabitant qui fait que... Oui, c'est ça, évidemment. Oui, ça dans le chat, tout le monde est... il faut que ce statut disparaisse pour tout le monde. Si je peux aussi répondre. Bien sûr. En fait, ça j'aimerais bien insister là-dessus. Donc chaque fois que je parle, j'insiste. Il faut savoir qu'on est des femmes courageuses, on est des femmes indépendantes. Il ne faut pas toujours croire que les mamans seules, c'est des personnes pourries. Tout à fait. Et ça, c'est une mentalité vraiment très difficile apparemment de changer chez les gens. Moi, je ne vais pas nécessairement aller dans une maison d'accueil. Je suis capable. Oui, il y a une fierté aussi de rester indépendante. Bien J'ai sûr. pas envie de dépendre des autres.
J'ai pas envie d'aller chez ma mère. Ouais, bien sûr. Vraiment pas. On embrasse bien fort ta maman. Je comprends pas pourquoi est-ce que du coup, on devrait avoir ce choix ou ce choix ou ce choix. Non, nous voulons rester indépendants, nous voulons rester dignes et forts et capables. Et oui, c'est pas parce qu'on demande un soutien que du coup, on est dépaumé. Et justement, vous avez été confronté à ces remarques un peu. Je prends ton exemple, Muriel, par exemple, tu dis voilà, moi j'ai tout fait pour garder cette maison, enfin ce logement, etc. pour mes enfants. On t'a pas dit à un moment, écoute, t'exagères, ça serait plus facile pour toi si tu loues au final, donc voilà. Vous avez parfois été. Non, j'ai pas été confrontée à ça, parce que j'ai fait les choses de manière très silencieuse. Pas forcément les clients sur tous les toits. Ouais. Mais non, j'ai pas été confrontée. Parfois, on n'a pas pointé du doigt le fait que, comme tu dis, vous êtes des femmes fortes, indépendantes, et au final dire, bon, là... Mais moi, après le départ de mon ex-mari, ma famille a fait une réunion. Ils ont décidé que la seule solution pour moi, c'est d'aller vivre chez ma mère. Ah ouais, on décide à ta place, pas quoi. comment ils sont arrivés à ça. Pour moi, c'est la seule option qui n'existe pas. Moi, là, on m'a dit peut-être que j'exagérais un peu, c'était parce que je voulais garder l'appartement, et en fait mon ex-mari aussi, et il voulait en fait contrôler en fait par là, continuer son contrôle par le fait de garder l'appartement avec moi, même s'il ne vivait pas avec moi. Et donc là, oui, les gens ont dit oui, enfin t'abuses un peu, qu'est-ce que ça peut faire, pourquoi tu ne garderais pas, et puis ce serait plus simple, et puis ce serait divisé en 2 ou divisé en 3, enfin qu'importe, mais ce serait moins cher, etc. Et moi, ça, il n'en était vraiment pas question. J'avais tout de suite compris qu'il y avait une tentative de contrôle dans le fait de garder l'appartement ensemble. Après, on peut être des femmes fortes et quand même avoir besoin un peu d'aide. Bien sûr, comme tout le monde. Ça, c'est une question un peu particulière, Sheldon, je ne sais pas si on a la réponse. C'est super fort, et donc juste, je lance ça comme c'est à la mer, mais voilà, mais il y a par exemple le CPS, enfin pas mal de CPS au niveau fédéral, en Wallonie, Bruxelles et Flandre, qui ont mis en place le projet Myriam. Et donc c'est un projet pour les mamans solo justement, pour que voilà, évidemment, donc c'est pour toutes les personnes qui sont au CPS, donc soit parce qu'elles ont un revenu du CPS, mais aussi parce qu'elles ont un truc médical, etc. Et donc elles peuvent faire la demande, si le CPS dans lequel elles sont ont un projet Myriam, elles peuvent faire la demande. Et alors tu as 2 assistantes sociales qui font de l'individuel et du collectif, où elles se retrouvent ensemble, elles discutent, elles font des projets ensemble, et aussi les assistantes sociales les aident dans leur démarche. Quand est-ce qu'un CPS communique là-dessus? Alors, en fait, le projet n'est n'est pas pas très CPS. vieux. Je ne sais pas quel âge il a, mais il n'est pas très vieux, mais du coup, ça prend beaucoup d'ampleur là en ce moment, et donc il communique de plus en plus. Après, c'est toujours un truc, c'est que le projet Myriam, c'est le CPS qui va faire la demande pour avoir des assistantes sociales qui sont formées dans ce projet-là. Mais il y en a de plus en plus, et franchement, c'est un super projet. Moi, je crois que les CPS ont des budgets communaux, et en fonction du budget qu'il leur reste, ils développent l'aide au chauffage, l'aide parfois ça se fait pas solo, ou l'aide à la nourriture, parce que parfois il y a des aides pour la nourriture. Les colis alimentaires. Mais en fonction de ce qu'il leur reste, ils vont aider les personnes qui ont c'est une demande qu'ils doivent faire parce qu'ils sont formés. Voilà. Pour avoir poussé la porte de 2 CPS, mais j'y suis allée 3 fois avant de rentrer, parce que comme vous dites, c'est pas évident. Mais ça dépend de la commune où on est, je pense. Oui, bien sûr. Vraiment. Parce qu'il y a des gens qui sont susceptibles d'écouter et d'essayer. Et il y en a d'autres pour qui vous êtes un numéro. Et puis personne suivante, numéro suivant, cas suivant. Mais moi j'ai connu les 2. Heureusement, le Cambodge a duré 3 mois et puis c'est tout, j'ai changé de commune. Mais grâce à ça, je me suis sortie de pas mal de trucs. Mais il faut déjà le courage d'aller pousser la porte. Mais ça, je suis d'accord avec toi, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que je suis allée à une journée de formation sur la monoparentalité organisée par le CPS de Saint-Gilles, merci Tatia. Et donc, du coup, j'ai rencontré les dames du projet Myriam. Et en fait, c'est ça, donc, ce qu'elles nous expliquaient, c'est qu'elles sont 3 à s'occuper que de ça. Elles ont 15 mamans par an dont elles s'occupent, avec qui elles font les démarches pour le logement, les démarches pour l'emploi, les démarches pour tout ce qui est possible et imaginable.
15 mamans, c'est pas énorme. Clairement, il y en a Mais c'est mieux 15 voilà, complètement que. Oui, bien sûr. Et à côté de ça, c'est ce qui est 15, mieux 15 que ça. elles prennent beaucoup de temps pour ces mamans-là. Oui, oui, Sheldon. Il y a des conditions spécifiques, maximum évidemment, des revenus, des conditions de vie, etc. Si vous retrouvez sur le site du CPS, par Mais exemple. attention, dans certains CPS, il y a des gens qui font un travail super. Ouais, mais c'est surtout. Moi, je peux pas cracher sur les personnes que j'ai vues parce que, franchement. Mais les CPS, on ne peut pas dire les CPS, ça n'existe pas les CPS en fait. D'une commune à l'autre, d'un nombre d'usagers à l'autre, de subsides extérieurs à l'autre, enfin voilà. Un CPS est clairement pas l'autre. Mais ça, j'ai compris en lisant les Sans compter que publications de les la assistances DEC, sociales, machin, je dis au féminin parce qu'elles sont majoritaires, que ce soit au Forum ou au CPS et tout, se plaignent d'une chose qui est gravissime, c'est qu'elles sont livrées à leur arbitraire tout le temps en fait. Et donc on dépend aussi de l'humeur de la personne qui nous Oui, reçoit. oui, oui, tout à fait. Et tu parlais d'un CPS, mais c'est aussi la couleur politique. Parce que Bien si sûr, tu vas au ah ouais. Saint-Pierre ou au lieu Saint-Lambert, tu n'auras pas les mêmes moyens et les mêmes fonds que si tu vas en Anderlecht ou à Saint-Gilles, où Bien là, sûr. on est conscient aussi de la réalité dans laquelle on vit. Oui, c'est ça, ouais, effectivement. Enfin, en fonction de si je suis plutôt bleu ou rouge, je vais mettre un peu plus de moyens. N'empêche que même dans la petite commune de Saint-Josse, là où j'étais, j'ai quand même rencontré deux Oui, personnes bien sûr. qui se battaient Malheureusement, pour... c'est possible. Enfin, quel terme je vais employer, qui se battaient pour ce qu'elles faisaient comme boulot. Par contre, il y en a d'autres qui sont bien à carré, quoi. Ouais. C'est un ticket, voilà. C'est bien. Mais, et pourtant, Saint-Josse, c'était pas une commune facile. Non, mais probablement qu'il y a 10 millions d'euros dans leur caisse à ce CPS-là, alors qu'il n'y en a que 10 000 à Woluwe Saint-Lambert, parce qu'on considère que On va la bientôt cause sociale n'existe pas. Ouais, c'est ça. Moi, ce qui me arrêter le questionne débat, là, par comme ça, rapport à vous mais j'ai savez. pas de réponse, Je vais devoir y aller aussi, en mais même. la question quand même que je me pose, c'est quelque part, l'idée c'est de Du coup, Pierrick, t'es toujours là ou pas de la précarité. Il y a un moi, autre la qui est question là ou que je pas me pose, c'est pourquoi c'est pas un statut d'être maman solo, parce que finalement, ou parent solo, parce que finalement, il y a bien un statut de famille nombreuse, pourquoi on ne reconnaît pas un statut qui concernerait tout le monde et qui éviterait aussi de rentrer forcément par une porte de la précarité. J'ai l'impression que l'idée c'est de rentrer par la porte de la précarité. Et ça pose vraiment comme un problème, parce que justement, comme quelqu'un le disait, si on se retrouve à un revenu qui est juste 100 € de plus ou 50 € de plus que la limite, on ne va pas être considéré comme précaire, donc on ne va pas pouvoir accéder à ça. Quelque part, on est pénalisé peut-être du fait d'avoir continué à travailler, peut-être du fait d'essayer de continuer à se battre bon an, mal an. Et donc, c'est quand même une question que je me pose. Et en plus, ce serait préventif. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, je me pose quand même la question quelle est l'intention dans l'idée de rentrer dans le chemin de la précarité. Parce que même quand on voit la plateforme de Equal, comment ça s'appelle Parensolo. Donc, moi, j'ai un peu été regardé, etc. Et c'est vrai qu'à part une aide qui était vraiment spécifique pour les parents solos, c'est pas des aides pour les parents solos, c'est des aides qui concernent la précarité, les personnes précaires, et qui sont donc où on nous dit finalement vous êtes parent solo, vous avez droit à ça, ça, ça. Si vous êtes précaire en fait, si vous êtes dans ce qui est très bien, je suis pas en train de remettre en question ça, mais je suis en train de me dire pourquoi on ne peut pas mettre un statut comme la famille nombreuse en fait, comme la famille nombreuse. Voilà, je suis tout à fait d'accord, je te rejoins, mais à partir du moment où tu es une femme seule avec un ou plusieurs enfants, tu gagnes forcément moins qu'un homme et tu gagnes forcément ton revenu est forcément plus bas, voire égal à ce qui peut être considéré comme acceptable comme de la précarité. Donc, c'est un peu horrible de dire ça, mais à partir du moment où tu es maman solo, tu es précaire. Oui, mais qu'est-ce que ça rend précaire? Oui, mais c'est ça ou ta situation de femme dans la société. Voilà, tout court. C'est double peine, quoi. Oui, c'est double peine. Mais je suis d'accord, il faut un statut, mais aussi, quand tu es femme seule avec enfant, tu gagnes forcément pas assez pour te payer le logement et donc tu es dans la précarité. Je vois pas. Ce qu'elle veut dire, vraiment, et c'est un peu violent, on le vit comme ça, comme une violence, c'est chaque aide qui nous ont été donné, quand on remplit les demandes, on voit bien que c'est des demandes parce qu'on est pauvre. Oui, et pas parce que vous êtes on marié. aimerait bien que ça soit des demandes parce qu'on est des mamans solo. Oui, que ce ne soit même pas des demandes, en fait, que ce soit automatique. Oui, c'est ça. Ou que ça soit automatique. Oui, parce que c'est les... Même par exemple dans l'accès à la culture, etc., tu vois, il va y avoir
pour ci, pour ça, pour ça. Famille nombreuse. Il faut aller chercher pas les là-dedans. tickets, Si tu n'es pas article chômeur, 27, si je tu sais n'es pas pas quoi. toi, tu ne seras pas dans ces statuts. Il faut aller chercher Et pourtant, aides, tout le temps. Et la violence aussi de dire celle-là elle l'aura parce qu'elle a assez couru derrière, Ouais, ouais. celle-là elle l'aura pas. Mais oui, c'est celle-là ça. cette commune ne l'aura Oui, pas. je sais. C'est Oui. pour moi aussi, C'est vrai. moi je vis ça comme une C'est vrai. violence, Oui, on n'a oui, pas oui. tous les mêmes. Oui. Le projet Myriam, il y en a 15 par année, mais on est 65 000 marrons Ah solo. oui, oui. Moi, je savais même pas Donc on ça. choisit, il y a une partie qui aura droit et l'autre pas. Pour moi c'est violent. Bien sûr. C'est Si, très si, moi violent. je suis tout à fait d'accord aussi. Et, oui. Parce que le Je dis switch, pas que c'est pas très bien, c'est déjà très bien. On est content, Oui, oui, on est oui. content. Mais il y a Violence une sociale. violence Ouais. Mais là-dedans toutes que- les aides auxquelles on a droit, si on ne les cherche pas nous-mêmes, on ne les aura jamais.